Fille pauvre dépense tout son argent pour sauver un jeune aveugle et découvre qu'il est millionnaire et qu'il l'aime. Bienvenue. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et maintenant, passons à l'histoire. Le ciel de Paris pleurait ce jour-là, comme s'il ressentait la détresse de Chloé. Les gouttes frappaient violemment contre les vitres du petit café où elle s'était réfugiée, comptant pour la 3e fois les quelques billets froissés qui représentaient tout ce qu'elle possédait. 342 €, le montant exact de son loyer, qu'elle devait payer avant la fin de la semaine, sous peine d'expulsion. Chloé soupira profondément, faisant trembler légèrement la tasse de café bon marché entre ses mains. À 24 ans, elle avait l'impression d'avoir déjà vécu plusieurs vies, toutes marquées par la précarité. Ses cheveux châtains, retenus négligemment en un chignon désordonné, encadraient un visage où la fatigue n'avait pas encore effacé une beauté naturelle. Ses yeux, d'un vert intense presque irréel, restaient le seul héritage visible de sa mère disparue trop tôt. « Mademoiselle, vous désirez autre chose ?» demanda le serveur avec une pointe d'impatience, observant la tasse vide devant elle. « Non, merci » répondit-elle doucement, rangeant précipitamment ses billets dans son portefeuille élimé. « Je vais y aller. » Le tintement de la clochette annonça son départ, la projetant dans la bruine froide d'octobre. Paris, censé être la ville lumière, lui semblait aujourd'hui terriblement grise. Son travail de serveuse dans un bistrot du 11e arrondissement lui permettait à peine de survivre, et chaque mois s'achevait sur le même exercice des équilibristes financiers. Depuis la mort de son père, emporté par une maladie cardiaque que, faute d'argent, il n'avait pu soigner correctement, Chloé se sentait terriblement seule dans cette métropole indifférente. Elle marchait tête baissée, tentant d'éviter les flaques d'eau, quand un bruit sourd suivi de cris attira son attention. À quelques mètres devant elle, un attroupement se formait rapidement autour d'une silhouette effondrée sur le trottoir. « Appelez une ambulance !» cria une femme âgée, agenouillée près de la personne à terre. Chloé s'approcha instinctivement. Un jeune homme était allongé, inconscient, son corps secoué par des spasmes inquiétants. À côté de lui, une canne blanche révélait sa cécité. Son visage, d'une pâleur alarmante, était néanmoins d'une beauté saisissante. « C'est la 3e fois ce mois-ci » murmura une femme élégante qui s'avéra être son assistante personnelle. « Il refuse obstinément l'opération. »« Quelle opération ?» demanda Chloé, surprise par sa propre audace. L'assistante la dévisagea un instant avant de répondre. « Une tumeur presse sur son nerf optique. Sans intervention chirurgicale, les médecins disent qu'il pourrait mourir dans les semaines à venir, mais il a développé une telle méfiance envers les médecins depuis qu'il est devenu aveugle. » L'ambulance arriva dans un concert de sirènes. Les ambulanciers chargèrent rapidement le jeune homme inconscient. « Vous l'accompagnez » demanda l'un d'eux à l'assistante. « Impossible, j'ai une réunion cruciale pour ces affaires. Je vous rejoindrai plus tard » répondit-elle avec une note de culpabilité. Chloé observa la scène, stupéfaite par tant d'indifférence. Le souvenir de son père, mourant seul pendant qu'elle travaillait pour payer des soins qui ont été de jamais venus à temps, ressurgit brutalement. « Je vais l'accompagner » déclara-t-elle, montant dans l'ambulance avant même que quiconque puisse protester. Durant le trajet jusque à l'hôpital Saint-Louis, elle tint la main glacée de l'inconnu. « Je m'appelle Chloé » murmura-t-elle, bien qu'il ne puisse l'entendre, « et je ne vous laisserai pas mourir seule. » À l'hôpital, tout s'enchaîna rapidement. Diagnostic confirmé, la tumeur exerçait une pression mortelle, opération nécessaire immédiatement. Et puis, la question qui figea Chloé sur place, il n'a pas de carte vitale sur lui. « Qui va payer les frais d'opération ?» demanda l'administrateur. « Combien ?» articula Chloé, la gorge nouée. 350 € pour la part non remboursée par l'assurance, si tant est qu'il en ait une. Le monde sembla s'arrêter autour d'elle. 350 €, presque exactement la somme qu'elle avait dans son portefeuille, son loyer, sa sécurité, sa survie dans cette ville impitoyable. L'image de son père surgit à nouveau, si vivante qu'elle en eut le souffle coupé. Elle le revoyait, suffocant, attendant des soins qui n'étaient jamais venus à temps. Personne n'avait été là pour lui.
Personne n'avait sacrifié quoi que ce soit pour le sauver. Les mains tremblantes, Chloé ouvrit son portefeuille et en sortit la liasse de billets froissés. « Je vais payer », déclara-t-elle, remettant tout ce qu'elle possédait à l'administrateur, sous les regards médusés du personnel. Alors qu'on emmenait le jeune homme inconnu au bloc opératoire, Chloé s'assit dans la salle d'attente glaciale, les mains vides et le cœur battant. Elle venait de sacrifier son toit pour un parfait inconnu, et pourtant, pour la première fois depuis longtemps, elle respirait plus librement. « Comment s'appelle-t-il » demanda-t-elle à une infirmière qui passait. « Dean Valois », répondit cette dernière. « Vous ne le connaissez même pas. » Chloé secoua la tête. Non, elle ne connaissait pas cet homme. Elle ignorait tout de lui, y compris le fait que le nom de Valois était l'un des plus importants dans le monde des affaires français. Elle ne savait pas que l'homme qu'elle venait de sauver, au prix de sa propre sécurité, était l'héritier d'une fortune colossale. Ce qu'elle savait, c'est qu'en ce jour pluvieux d'octobre, sa vie venait de basculer irrémédiablement. 3 jours s'étaient écoulés depuis l'opération de Dean. 3 jours que Chloé passait entre l'hôpital et les agences immobilières bon marché de Paris, à la recherche désespérée d'un logement qu'elle pourrait s'offrir avec ses maigres économies restantes. La lettre d'expulsion était déjà placardée sur sa porte quand elle était rentrée le lendemain de l'intervention. 1 semaine pour partir, pas un jour de plus. Pourtant, chaque après-midi, elle revenait à l'hôpital. Dean Valois était toujours inconscient, son visage noble entouré de bandages. Les médecins parlaient d'un coma artificiel nécessaire à sa guérison. Chloé s'asseyait près de lui, lisait des livres à voix haute, comme si ce parfait inconnu pouvait l'entendre. Curieusement, la présence de cet homme lui procurait un sentiment de paix qu'elle peinait à s'expliquer. « Vous n'êtes ni sa famille, ni son ami », lui fit remarquer une infirmière un soir. « Pourquoi restez-vous » Chloé haussa les épaules, incapable d'articuler une réponse cohérente. Comment expliquer qu'en sauvant Dean, elle avait l'impression d'avoir racheté son impuissance face à la mort de son père? Le 4e jour, alors qu'elle était assise près du lit d'hôpital, plongée dans la lecture d'un vieux Balzac trouvé dans une boîte à livres, une voix grave et rauque la fit sursauter. Eugénie Grandet. Un choix intéressant pour une inconnue. Chloé laissa tomber le livre, stupéfaite. Dean était réveillé, ses yeux bleu pâle fixés vers le plafond, vide de toute capacité à voir, mais étrangement perçant. « Comment savez-vous ce que je lisais » balbutia-t-elle. Un faible sourire éclaira son visage pâle. « Je connais les premières lignes par cœur. J'adorais lire. Avant. » Un silence s'installa, à la fois confortable et chargé d'intensité. Puis, Dean reprit, la voix plus ferme. « On m'a dit qu'une jeune femme avait payé mon opération, que cette même personne venait chaque jour depuis mon admission. C'est vous, n'est-ce pas ?» Chloé rougit, reconnaissante qu'il ne puisse voir son embarras. Ce N était rien. N'importe qui aurait fait de même. « Non, » répondit-il doucement. « N'importe qui ne paie pas 342 € pour un inconnu en risquant son propre logement. » Chloé se figea. « Comment pouvez-vous savoir ça ?» Mon assistante, Juliette, a fait quelques recherches. Elle était curieuse de comprendre pourquoi une parfaite inconnue aurait agi ainsi. La jeune femme se raidit, soudainement mal à l'aise. Se sentait-elle espionnée, ou simplement embarrassée d'avoir sa situation précaire ainsi exposée? « Je ne veux pas de votre pitié », déclara-t-elle fermement, se levant brusquement de sa chaise. Dean tendit la main dans sa direction, la cherchant dans l'obscurité de sa cécité. « Ce n'est pas de la pitié, Chloé, c'est de l'admiration et de la gratitude. » Le son de son prénom dans sa bouche la désarma complètement. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle, réalisant qu'elle ne connaissait que son nom de famille. « Dean Valois. » Le nom résonna comme un écho lointain dans son esprit. Valois, où avait-elle entendu ce nom? Puis, la révélation la frappa avec violence. Valois Industries. L'empire financier fondé par Philippe Valois, dont le visage apparaissait régulièrement dans les magazines économiques qu'elle feuilletait parfois au kiosque. Vous êtes le fils aveugle et déshérité de Philippe Valois. Oui, même si je préfère simplement Dean, répondit-il avec une pointe d'amertume. Le monde sembla vaciller autour de Chloé.
Elle avait sacrifié son toit pour sauver un homme infiniment plus riche qu'elle ne le serait jamais. « Déshéritée » murmura-t-elle, s'accrochant à ce détail pour masquer son trouble. Dean soupira profondément. « Mon père a toujours voulu un successeur digne de son empire. Un accident de voiture m'a rendu aveugle il y a 3 ans. Pour lui, un Valois infirme est une contradiction inacceptable. L'amertume dans sa voix était palpable, mais ce qui frappa Chloé fut l'absence totale d'apitoiement sur lui-même. « Je suis désolée, dit-elle simplement. Ne le soyez pas. J'ai créé ma propre entreprise depuis, plus modeste mais florissante. Je conçois des technologies adaptatives pour personnes handicapées. » Un sourire illumina son visage. « Et je ne dépends plus de son argent. » Les jours suivants virent naître une étrange relation entre Chloé et Dean. Il insista pour lui rembourser les frais d'opération, qu'elle accepta finalement après beaucoup d'hésitation. Il lui offrit même un petit appartement dans le 15e arrondissement, présenté comme un prêt temporaire pour ménager sa fierté. Leur conversation s'approfondissait chaque jour. Dean lui parlait de ses projets, de sa passion pour la musique classique, des défis quotidiens que représentait sa cécité. Chloé lui racontait son enfance en Bretagne, la mort prématurée de sa mère, puis celle de son père, sa solitude dans la capitale. Un soir, alors qu'elle l'accompagnait pour sa première sortie autorisée de l'hôpital, un café sur les bords de Seine, Dean prit sa main avec une assurance surprenante. « Je crois que je tombe amoureux de vous, Chloé, » déclara-t-il, sans préambule. « Pas parce que vous m'avez sauvé la vie, mais parce que vous êtes la première personne depuis mon accident qui me traite comme un homme, pas comme un aveugle. » Chloé sentit son cœur s'emballer. N'était-ce pas absurde? Un Valois et une serveuse sans le sou, et pourtant, en sa présence, les conventions sociales semblaient s'effacer. Il y avait quelque chose de profondément libérateur dans sa cécité. Il ne la jugeait jamais sur son apparence, ses vêtements usés, ses mains abîmées par le travail. « Je crois que moi aussi, » admit-elle doucement. Ce fut exactement ce moment que choisit le destin pour faire voler en éclats leur bulle de bonheur naissant. Un photographe, camouflé quelques tables plus loin, captura leur échange intime. Le flash éclatant les surprit tous deux. « Qu'est-ce que » commença Dean, alarmé par le bruit. Chloé n'eut pas le temps de répondre. Une femme élégante d'une 50aine d'années, accompagnée d'un jeune homme au visage dur, s'approchait d'eux à grandes enjambées. « Dean, enfin, nous te cherchons partout depuis des jours !» s'exclama la femme, ignorant délibérément Chloé. « Mère, » répondit froidement Dean, « comment m'as-tu trouvé? Peu importe, l'important est que nous sommes là, et juste à temps, apparemment, » ajouta-t-elle avec un regard dédaigneux vers Chloé. Le jeune homme qui l'accompagnait s'avança. « Je suis Victor, ton cousin. Tu ne me reconnais pas, bien sûr. »« Non, en effet, » répondit Dean avec une ironie mordante. La cécité a tendance à compliquer la reconnaissance faciale. Un silence gêné s'installa. Puis la mère de Dean, Hélène Valois, se tourna vers Chloé. « Vous devez être l'infirmière dont on nous a parlé. Merci pour vos services, mais nous prenons le relais maintenant. » Chloé ouvrit la bouche pour protester, mais Dean la devança. « Chloé n'est pas une infirmière, mère. C'est la femme qui m'a sauvé la vie, alors que ni toi ni Perrine étiez présents. Elle est importante pour moi. » Hélène Valois pâlit visiblement. « Dean, nous devons parler en privé. » Immédiatement. Ils s'éloignèrent, laissant Chloé seule avec Victor, qui l'observait avec un intérêt non dissimulé. « Alors c'est vous, la petite serveuse qui a payé l'opération? Fascinant. Savez-vous pourquoi les Valois sont soudainement si préoccupés par la santé de Dean après 3 ans d'indifférence? » Chloé le regarda, méfiante. « Non. Philippe Valois est mourant, cancer en phase terminale. Sans héritier direct, la fortune familiale reviendrait à mes parents. Sauf si Dean réintègre la famille. » Un sourire froid étira ses lèvres. Ils lui proposeront un marché, revenir dans le giron familial avec tous les privilèges associés à une condition. « Laquelle ?» demanda Chloé, bien qu'elle craignît de connaître déjà la réponse. « Qu'il rompe tout lien avec vous, bien sûr. Un Valois ne se mésallie pas avec... » Il la toisa de haut en bas. « Une personne de votre condition. » Ces mots frappèrent Chloé comme une gifle.
Quand Dean revint, le visage fermé, elle comprit que Victor avait dit vrai. « Ils veulent que je retourne au manoir familial dès demain », annonça Dean d'une voix étrangement détachée. « Mon père est mourant. Et il y a une condition, n'est-ce pas ?» murmura Chloé. Le silence de Dean fut plus éloquent que n'importe quelle réponse. Il tendit la main vers elle, la cherchant désespérément. « Je refuse leur marché, » dit-il enfin. « Je ne te perdrai pas, Chloé. » Sa détermination aurait dû la réconforter. Pourtant, en observant Hélène Valois qui les fixait à distance, Chloé fut saisie d'un doute terrible. Que se passerait-il si elle devenait l'obstacle entre Dean et sa famille, entre Dean et un héritage colossal qui pourrait servir ses projets d'aide aux personnes handicapées? Cette nuit-là, alors que Dean dormait dans sa chambre d'hôpital, Chloé prit la décision la plus douloureuse de sa vie. Au petit matin, quand il se réveillerait, elle aurait disparu. Ce qu'elle ignorait, c'est que le destin lui réservait encore un coup de théâtre. Car sous les bandages récemment retirés de Dean, quelque chose d'extraordinaire se produisait. La tumeur n'avait pas seulement été éliminée. En la retirant, les chirurgiens avaient involontairement libéré la pression sur son nerf optique. Imperceptiblement d'abord, puis de façon de plus en plus claire, des formes et des ombres commençaient à apparaître dans son monde jusqu'alors plongé dans les ténèbres. Dean Valois commençait à recouvrer la vue. Le soleil se levait à peine sur Paris quand Dean S. éveilla dans sa chambre d'hôpital. Quelque chose était différent. À travers ses paupières mi-closes, il percevait une clarté troublante, des contours flous, des ombres mouvantes qu'il n'avait pas distinguées depuis 3 ans. Son cœur s'emballa. Était-ce possible? Ou simplement une cruelle illusion? « Chloé » appela-t-il, tendant la main vers la chaise où elle s'asseyait habituellement. Seul le silence lui répondit. Il ouvrit davantage les yeux, s'habituant progressivement à cette semi-luminosité retrouvée. La chaise était vide. Sur l'accoudoir, une lettre pliée attendait. Avec des gestes maladroits, Dean saisit le papier. Les mots dansaient devant ses yeux encore incertains, mais il parvint à déchiffrer l'écriture fine et serrée. « Dean, je dois partir. Tu mérites de retrouver ta famille, ton héritage, ta place dans le monde. Je ne serai jamais qu'un obstacle entre toi et tout cela. Ne me cherche pas. Sois heureux, Chloé. » Une larme roula sur sa joue. Pour la première fois depuis qu'il avait perdu la vue, Dean pleurait des larmes qu'il pouvait presque voir. Il arracha les perfusions attachées à son bras et se leva en chancelant. Il devait la retrouver. Immédiatement. Pendant ce temps, Chloé errait sous la pluie battante, sa maigre valise à la main. L'appartement que Dean lui avait prêté était désormais aussi inaccessible que lui. Elle avait décidé de retourner en Bretagne, chez une lointaine cousine qui ne lui refuserait peut-être pas un abri temporaire. À la gare Montparnasse, trempée et épuisée, elle s'effondra sur un banc. Son train ne partait que dans 2 heures. Derrière elle, la ville semblait lui murmurer qu'elle commettait la plus grande erreur de sa vie. « Mademoiselle Moreau ?» Chloé sursauta. Devant elle se tenait Juliette, l'assistante de Dean. « Comment m'avez-vous retrouvé ? Monsieur Valois vous cherche partout. Il est désespéré. » Juliette s'assit à côté d'elle. « Et il voit, mademoiselle, l'opération a eu un effet inattendu. Sa vue revient progressivement. » Le monde s'arrêta de tourner pour Chloé. « Il voit ? Oui. Et la première chose qu'il veut voir pleinement, c'est vous. » Chloé secoua la tête, le cœur déchiré. « Sa famille lui a proposé un marché ignoble. » L'interrompit Juliette, qu'il a refusé catégoriquement. Il a renoncé à tout héritage pour vous retrouver. Au même moment, un taxi s'arrêta devant la gare. Dean en sortit, titubant légèrement, encore mal assuré dans ce monde de contours flous qu'il redécouvrait. Ses yeux cherchaient frénétiquement parmi la foule. Quelque chose se brisa en Chloé. Elle se leva, comme dans un rêve, et marcha vers lui. « Dean » murmura-t-elle. Il se figea, tournant son visage vers elle. Pour la première fois, ses yeux d'un bleu intense se fixèrent réellement sur elle. Il la voyait, imparfaitement, mais il la voyait. « Chloé !» souffla-t-il. « Je te vois enfin !» Il tendit une main tremblante vers son visage,
touchant sa joue avec une infinie tendresse. Je vois la femme qui a tout sacrifié pour un inconnu. Je vois celle qui m'a traité comme un homme, pas comme un nom ou une infirmité. Des passants s'arrêtaient, témoins involontaires de cette scène bouleversante. Mais ta famille, ton héritage, commença-t-elle. Dean secoua la tête. J'ai compris quelque chose, Chloé. La vraie richesse n'est pas dans les comptes en banque, elle est là. Il posa sa main sur son cœur. Et là, il toucha le cœur de Chloé. Ta générosité m'a donné plus que la vue, Chloé. Elle m'a donné la clarté. À cet instant, Philippe Valois apparut derrière eux, soutenu par une infirmière. Son visage, creusé par la maladie, portait les traces d'une émotion profonde. « Mon fils », dit-il d'une voix faible, « je t'ai cherché dans toute la ville. » Dean se raidit, plaçant instinctivement Chloé derrière lui. « Je n'accepterai aucun marché, père. Aucune condition. » Le vieil homme secoua lentement la tête. « Je ne suis pas venu pour ça. » Il s'approcha péniblement. « Je suis venu pour m'excuser et pour te demander de me pardonner. » Un silence chargé de émotion s'installa. Puis, contre toute attente, Dean prit la main de son père. « Je ne reviens pas pour l'héritage. Je reviens si tu acceptes Chloé comme membre de notre famille. » Philippe regarda la jeune femme, celle qui avait réussi là où il avait échoué. Voir son fils au-delà de sa cécité. « Mademoiselle, dit-il doucement, vous avez déjà l'estime de mon fils, laissez-moi mériter la vôtre. » 6 mois plus tard, dans la chapelle privée du domaine Valois, Chloé et Dean échangeaient leurs vœux. La vue de Dean S. était partiellement rétablie, suffisamment pour qu'il puisse admirer la beauté de sa future épouse, dans sa robe simple mais élégante. Philippe Valois, affaibli mais déterminé à assister au mariage de son fils, les observait avec une fierté mêlée de regret pour les années perdues. Lorsque Dean glissa l'alliance au doigt de Chloé, il murmura « Tu as sacrifié ton toit pour sauver ma vie. Aujourd'hui, je te promets que tu ne manqueras jamais plus de refuge. » Ensemble, ils créèrent une fondation finançant des opérations pour les patients démunis, en mémoire du père de Chloé. Ce qui avait commencé comme un acte de désespoir s'était transformé en une histoire d'amour, transcendant les classes sociales et les préjugés. Car parfois, le plus grand trésor se trouve là où l'on cesse de chercher la richesse, et les yeux qui voient vraiment sont ceux qui regardent avec le cœur. Avez-vous aimé cette histoire d'amour et de rédemption? Abonnez-vous à notre chaîne pour découvrir chaque semaine de nouvelles histoires qui toucheront votre cœur. N'oubliez pas de liker et partager pour que d'autres puissent aussi être émus par ces moments d'humanité qui nous rappellent que la vraie richesse est dans les liens que nous tissons. Racontez-nous dans les commentaires un moment où un acte de générosité a changé votre vie ou celle d'un proche. Ensemble, célébrons la beauté des rencontres qui transforment nos destins.